Repensez à l'année dernière. Pas un moment précis, non. La totalité, de janvier à décembre. 365 jours, environ 8700 heures de votre vie. Maintenant, soyez honnête. Qu'est-ce qu'il en reste réellement? Pas vos vacances, pas votre anniversaire. Votre cerveau s'attendait à ces événements-là. Il était en alerte. Pensez plutôt aux semaines ordinaires. Les mardis pluvieux, les jeudis après-midi au bureau, les dimanches soirs avant que la réalité du lundi ne vous rattrape. Essayez de faire remonter une seule image claire d'un mercredi au hasard, en mars. Rien. Il n'y a absolument rien. Et c'est là que vous devriez avoir un nœud à l'estomac. Ce n'est pas parce que ces journées étaient vides ou sans importance. C'est parce que votre cerveau ne les a jamais enregistrées. Vous étiez là, vous respiriez, votre cœur battait, mais neurologiquement, selon votre propre mémoire, ces jours n'ont jamais existé. Ils ont été supprimés, pas par le temps, mais par votre propre système de traitement. Et le pire, personne ne vous a prévenu. Personne ne vous a dit à 20 ou 30 ans. Écoute bien, ton cerveau va commencer à effacer ta vie. Année après année, il enregistrera de moins en moins, jusqu'à ce que des décennies entières finissent par ressembler à un simple week-end. On vous a appris à vous asseoir, à mémoriser, à répéter, à optimiser. Et ce système est précisément la raison pour laquelle tout s'accélère. Un physicien nommé Richard Feynman l'avait compris, non pas dans un laboratoire, mais en vivant une vie si radicalement différente de la norme qu'il est devenu la preuve vivante d'une découverte en neurosciences qui ne serait publiée que 30 ans après sa mort. Ce que la science confirme aujourd'hui est une accusation directe contre tout ce qu'on vous a enseigné. Votre temps ne s'accélère pas parce que vous vieillissez. Il s'accélère parce que vous avez été entraîné à le laisser filer. Pour comprendre ce qui se passe dans votre crâne à cet instant précis, il faut regarder les travaux d'Adrien Béjean, professeur à l'université de Duke. En 2019, il a posé de la physique pure derrière ce sentiment universel. Pourquoi les jours semblent plus courts en vieillissant? La réponse n'est pas métaphorique, elle est mécanique. Voici le mécanisme que personne ne vous a expliqué. Votre cerveau ne possède pas d'horloge interne calée sur les secondes du mur. Il mesure le temps à travers des images. Chaque instant de votre expérience consciente est une séquence rapide de clichés mentaux, capturés par vos yeux et traités par vos neurones. Quand vous étiez enfant, votre câblage était neuf, court et ultra rapide. Les signaux filaient de la rétine au cortex sans aucune résistance. Votre cerveau filmait la réalité en slow motion haute définition. Des milliers d'images par jour. Chaque après-midi était un océan de données. Ce n'est pas une image poétique, c'est une mesure physique. Béjean a observé les saccades, ces mouvements rapides des yeux. Un bébé scanne le monde frénétiquement parce que tout est nouveau. Il encode tout, massivement. Résultat, une seule journée pour un enfant de 5 ans contient plus d'images traitées qu'une journée pour un adulte de 50 ans. Pas juste un peu plus, dramatiquement plus. Mais avec l'âge, deux tragédies mécaniques se produisent simultanément. D'abord, vos réseaux neuronaux deviennent plus complexes, les chemins plus longs. Le signal doit voyager plus loin pour atteindre sa destination. Ensuite, le matériel se dégrade. Les nerfs accumulent des dommages physiques, comme de vieux fils électriques dans une maison centenaire. Résistance accrue, signal affaibli, transmission ralentie. La conséquence est brutale. Votre cerveau traite moins d'images par unité de temps. Vos yeux bougent plus lentement. Votre vélocité de saccade chute. Et puisque votre cerveau définit la durée par le nombre de nouvelles images traitées, moins d'images signifie moins de temps perçu. L'horloge indique toujours 24 heures, mais votre cerveau n'en a vécu que 12, 8 ou 4. Le reste n'a pas été vécu, il a été sauté. Ce n'est pas une théorie sur vos sentiments, c'est de la physique pure. C'est une dégradation de signal mesurable dans votre matériel biologique. Vous vivez littéralement moins de vie par heure qu'avant, et chaque année, cette fraction diminue. Pourtant, la physique de Béjean n'explique que le matériel. Elle n'explique pas pourquoi certaines vies semblent s'étirer alors que d'autres s'évaporent.
Pour comprendre cela, il faut quitter le laboratoire et se rendre dans une salle de classe à Rio de Janeiro en 1951. Richard Feynman s'y apprêtait à exposer une vérité si laide sur notre éducation qu'un officiel brésilien allait la qualifier de « cancer ». Feynman arrive à l'université de Rio et observe un phénomène qui le ronge. Ses étudiants sont capables de réciter l'angle de Brewster, l'angle exact où la lumière réfléchie devient parfaitement polarisée, avec une précision chirurgicale. Ils connaissent chaque mot du manuel. Puis, Feynman pointe la baie de Guanabara par la fenêtre. Il leur demande d'appliquer cette théorie à la lumière qui scintille sur l'eau, là, juste devant leurs yeux. Silence de mort. Rien. Leur cerveau n'avait aucun fichier intitulé « Regardez l'eau ». Ils n'avaient que des fichiers étiquetés « Lumière réfléchie par un milieu d'indice N ». À la fin de son séjour, Feynman donne un discours devant les officiels. Le système ne forme pas des physiciens, il forme des magnétophones humains. C'est ce que le responsable de l'éducation de l'époque appellera un cancer. Pourquoi est-ce vital pour votre perception du temps ? Parce que ce que Feynman a vu, c'est le mécanisme exact qui fait disparaître vos années. Quand vous apprenez à répéter sans comprendre, à suivre des schémas sans traiter l'information, vous entraînez votre cerveau à sauter le réel. Vous construisez des autoroutes de contournement neuronal. C'est ce que les neuroscientifiques appellent l'adaptation neuronale. Votre cerveau est conçu pour économiser l'énergie. S'il a déjà cartographié une situation, il refuse de la traiter à nouveau. Pour un enfant, rien n'est cartographié, donc tout est traité. Pour un adulte coincé dans la même carrière et les mêmes routines depuis 20 ans, tout est déjà répertorié. Votre cerveau passe en mode pilote automatique. L'information entre, elle est reconnue comme déjà vue, et elle n'est jamais encodée comme un nouveau souvenir. Résultat, le temps s'effondre. Non pas parce que l'horloge tourne plus vite, mais parce qu'il ne reste plus rien dans votre mémoire pour donner du poids à ces heures. Une étude sur 499 personnes a confirmé ce schéma. Après 40 ans, le sentiment d'accélération devient constant. Selon le modèle mathématique de Robert Lemlich, à 55 ans, vous ressentez le temps 2 fois plus vite qu'à 11 ans. Pire encore, à 25 ans, vous avez déjà brûlé la moitié de votre vie subjective, celle que vous ressentez et dont vous vous souviendrez. Tout ça parce qu'on vous a appris à cesser de percevoir pour mieux optimiser. Mais un homme a brisé ce cycle, pas avec de la méditation ou des routines matinales, mais avec une assiette qui vacille dans une cafétéria. 1946, Université Cornell. Richard Feynman est brisé, sa femme Arlene est morte. Pour lui, la physique est devenue un fardeau, une pression, une obligation. Il est convaincu qu'il ne produira plus jamais rien de significatif. C'est alors qu'il prend une décision qui attaque frontalement le mécanisme de l'accélération du temps. Je vais jouer avec la physique quand j'en ai envie, sans me soucier de l'importance de ce que je fais. Jouer, pas optimiser, pas se spécialiser, jouer. Une semaine plus tard, il observe un étudiant lancer une assiette en l'air dans la cafétéria. L'assiette vacille. Là où tout le monde ne voit qu'un objet qui bouge, le cerveau de Feynman se verrouille sur un détail. Le médaillon rouge de l'université, imprimé sur l'assiette, semble tourner plus vite que le vacillement lui-même. Il n'a aucune raison de s'en soucier. Aucun examen ne portera là-dessus. Mais il s'assoit et calcule le mouvement, découvrant un ratio de 2:1. Quand il montre ses équations au prix Nobel Hans Bethe, celui-ci lui pose la question que le système pose toujours. C'est intéressant, mais quelle est l'importance de tout ça ? La réponse de Feynman est la chose que le système éducatif craint le plus. Ça n'a aucune importance. Je fais ça juste pour le plaisir de m'amuser. Ce plaisir, ce jeu avec une assiette, a mené directement aux découvertes qui lui ont valu le prix Nobel en 1965. Mais au-delà de la gloire, Feynman a accompli un acte de rébellion neurologique. En forçant son attention sur un détail inutile, il a forcé son cerveau à sortir de l'adaptation neuronale. Il a recommencé à encoder des images. Il n'a pas seulement sauvé sa carrière, il a étiré son expérience du temps.
Il a systématisé cela avec une méthode. Garder toujours 12 de ses problèmes favoris présents à l'esprit. Chaque fois qu'il entendait une idée nouvelle, il la testait contre ces 12 problèmes. C'est l'inverse de la spécialisation. C'est maintenir une confusion volontaire pour que le cerveau ne puisse jamais passer en pilote automatique. Feynman s'est forcé à être incompétent toute sa vie. Il a appris les bongos, le dessin, la biologie, les hiéroglyphes. Chaque fois que son cerveau commençait à maîtriser un domaine et à sauter des étapes pour économiser de l'énergie, il sautait dans un sujet où il redevenait un pur débutant. Il refusait de laisser son expertise devenir sa prison temporelle. Regardez maintenant votre propre vie. Tout ce qu'on vous conseille aujourd'hui vous pousse dans la direction opposée à celle de Feynman. Spécialisez-vous, trouvez votre niche, optimisez votre flux de travail, construisez des habitudes. Chaque instruction est un ordre donné à votre cerveau. Cartographie-le, saute-le, arrête de l'enregistrer. On ne vous vend pas une vie simplifiée, on vous vend une vie rétrécie. Votre routine matinale parfaite, vos algorithmes qui vous servent toujours le même contenu, votre bureau où chaque objet reste à sa place. Tout cela est neurologiquement identique à un coma éveillé. Vous ne vivez pas, vous économisez de l'énergie jusqu'à la fin. Le 15 février 1988, Richard Feynman est sur son lit de mort. Le cancer le ronge, ses reins lâchent. Il a 69 ans. Il a tout fait. Le Nobel, la bombe atomique, les bongos à Rio, les coffres-forts forcés à Los Alamos, les hiéroglyphes mayas. Ces derniers mots, documentés et vérifiés, furent ceux-ci. « Je détesterais mourir 2 fois, c'est si ennuyeux. » Pas de peur, pas de regret, juste l'ennui. Pourquoi ? Parce que pour Feynman, l'ennui était la signature neurologique d'un cerveau qui a cessé de traiter l'information. Dans le cadre de Béjan, un cerveau qui s'ennuie est un cerveau où le temps subjectif s'est arrêté. On respire, mais on n'existe plus dans la mémoire. Feynman a combattu cet ennui jusqu'à son dernier souffle en refusant que son cerveau s'endorme. La science est claire, les années que vous avez perdues sont parties, mais celles qui vous restent sont un champ de bataille. Ce n'est pas contre le vieillissement que vous vous battez, mais contre un système qui a entraîné votre cerveau à dormir les yeux ouverts. Le remède n'est pas dans la productivité, il est dans le jeu pur, sans ego, sans but. Cette capacité à redevenir un débutant ridicule, à s'émerveiller d'une assiette qui tourne ou d'un calcul inutile. Ce n'est pas un luxe, c'est le seul mécanisme connu pour freiner l'effondrement de votre temps. Redevenez incompétent, soyez mauvais à quelque chose. Posez les questions que le système vous a dit de fermer. Votre cerveau n'est pas cassé, il a juste appris à ne plus voir. Réapprenez-lui à regarder l'eau, et pas seulement l'indice de réfraction. Si tu veux voir le monde tel qu'il est réellement, abonne-toi.